Ce que je trouve intéressant quand il s'agit de parler cinéma sur internet, c'est qu'il faut se rendre à une évidence assez importante. Une réflexion ne vient jamais d'un esprit seul, surtout dans un média collectif. Comment est-ce qu'on peut regarder un vidéaste et se dire « c'est lui qui a tout pensé, c'est lui qui a tout ressenti, c'est lui qui retranscrit sa simple analyse ». Il y a des critiques partout, dans divers médias, de diverses façons, qui peuvent tout à fait agrémenter une réflexion et surtout la discussion. C'est quelque chose d'important. Découvrir ce que la personne a aimé, a détesté dans un film que nous on aime ou qu'on déteste, pour pouvoir justement se poser des questions. Et si j'avais raison? Et si j'avais tort? Et si ma lecture était la bonne? Et surtout, pour élargir ses horizons. Pour ça, justement, rencontrer des personnes avec qui on a des affinités, avec qui on apprécie des œuvres en commun, ou pas. Leur demander quelles sont les œuvres qui les ont fait frémir, les rencontrer, discuter, et leur rendre hommage en les rencontrant tout simplement, et en offrant à son public, à vous, une discussion. Vous êtes dans Fragmentum. Bonjour Thierry. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry du podcast La Bobine Hurlante. Salut Thierry. Salut Mehdi. Et comme on l'a dit dans l'intro, effectivement, parler d'un film, c'est toujours plus intéressant de le faire à plusieurs. C'est pour ça que Thierry est chez moi aujourd'hui et qu'il va me proposer un film que je n'ai jamais vu. Quel est ce film ? Un film que malheureusement pas grand monde n'a vu alors que pourtant il est récent. Parce que quand tu m'as dit de chercher, on pouvait partir vers des petites pépites, on pouvait partir vers des vieilles choses, tu vois. Parce qu'il y a forcément même des films cultes en soi, que t'as pas vu, que j'ai pas vu, qu'on a envie de se faire découvrir. Et puis, j'ai pensé à un film que j'avais envie de revoir. En disant, je me ferais bien une nouvelle idée, et pourquoi pas la faire avec quelqu'un qui a les mêmes affinités que moi sur ce genre de film-là, et qui pourrait l'apprécier, comme je l'ai apprécié en tout cas, il y a à peine 2 ans, en salle. C'est Tous les dieux du ciel, de Quarks. Du coup Thierry, qu'est-ce que tu peux me dire sur Tous les dieux du ciel ? Ce serait difficile de t'en parler avec beaucoup de détails sans te gâcher l'expérience. Puisque pour moi, elle a été complète. Quand je suis allé voir le film, j'y suis allé sur recommandation d'un programmateur de festival, le PIF, à Paris. Il s'est avéré que finalement le film a une diffusion française très limitée. Dans mon souvenir, si je dis pas de bêtises, il n'était que dans un seul cinéma à Paris, le cinéma où je suis allé. Et je ne crois pas l'avoir vu ailleurs. Très peu de séances. J'avoue que j'en avais jamais entendu parler avant qu'Extra Lucide ne l'ait dite. Mais tu vois, ouais. C'est pourtant Quark, c'est pas quelqu'un de si méconnu que ça. Enfin, pour les connaisseurs de niche, on va dire. Ces courts-métrages ont un certain impact. Tu as Un ciel bleu presque parfait, dont est issu ce film, qui avait fait la tournée des festivals, qui était assez connu, et qui a permis à Quarks d'obtenir des financements pour pouvoir l'adapter en long. Mais oui, effectivement, une sortie en catimini, ça a dû durer 1 semaine. Enfin, en tout cas, dans le cinéma où on est allé, hein, parce que j'imagine qu'il y a peut-être eu d'autres cinémas un peu partout en France qui l'ont diffusé, mais ça devait être vraiment assez limité. Et c'est vrai que chaque fois que j'en ai parlé autour de moi, très peu de réactions. Les gens sont très étonnés quand ils voyaient cette édition chez moi, parce que, comme on le voit, le visuel est assez intriguant, on se demande ce que c'est, et surtout, moi, qui est forcément dans mes connaissances des grands amateurs de films de genre, puisque j'aime beaucoup officier dans ce domaine, chaque fois les gens ne savaient pas forcément de quoi je parlais ou ce que c'était, alors que voilà, c'est pas comme je le disais avant, une pépite qui sort de 40 ans en arrière et que tout le monde a oublié, qui vient d'être restaurée. Donc je me suis dit qu'il était temps de lui donner un second souffle. C'est pour ça que je t'en parle peu, parce que je l'ai découvert avec peu d'informations et je suis sorti de là assez bouleversé. Et j'espère que ça va marcher une seconde fois pour moi et une première fois pour toi. Parce que c'est vrai qu'en plus, pour le coup, la jaquette, je la trouve vraiment intrigante. Je sais pas, je vois pas du tout de quoi ça peut parler. Et un petit détail pour les fétichistes de l'objet comme moi, c'est que le fourreau est perforé, ce qui fait que il y a d'un côté, ça ressemble à ce que vous avez vu, et de l'autre côté, de l'autre côté, on a Jean-Luc Couchard, à moitié nu. Ah. Oui. Un Jean-Luc Couchard à moitié nu, ça vaut toujours le coup. Donc en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça, et donc on se retrouve après.
Ok, alors, Je les pétoche. Tous les dieux du ciel. On vient de le regarder, et le premier sentiment qui me traverse l'esprit, c'est de me dire comment ça se fait que ce film n'est pas plus connu que ça. Yes. Mais non, mais tu sais, on sait jamais. On sait jamais. Bah oui, mais t'as raison. T'as raison, après de douter, mais non, mais là, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et... Ah, tu me fais plaisir. Ouais, non, et en plus, je sais que demain, il se trouve qu'on va se rendre au salon du DVD au Festival Lumière. Je sais qu'il y aura Extralucide qui sera là-bas et qui a édité ce film. C'est l'édition Extralucide qu'on a ici, qui est à Thierry. Et je sais que je vais l'acheter. Voilà. Ouais, au final, c'est une sacrée coïncidence parce que c'était pas spécialement prévu que je vienne à cette période ou quoi que ce soit, mais la coïncidence qu'on choisisse de faire ce format au moment où on s'apprête à aller au salon des éditeurs. Quoi. C'est génial. Tant mieux, ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Alors donc, par quoi commencer parce que en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est que tu vas voir un film avec Jean-Luc Couchard. C'est facile de commencer par Jean-Luc Couchard. Non, mais justement, parce que ça en marque encore plus cette ambiance très pesante qu'il y a dans tout le long du film, avec cette musique, la bande originale, je la trouve viscérale au possible, absolument... Ouais, elle te prend aux tripes, en fait. Et c'est ça qui est drôle, c'est que Jean-Luc Couchard, si on ne connaît pas ce pan-là de sa carrière, on pourrait se dire, ah, c'est peut-être le type qui va faire tâche dans le film. Et c'est tout sauf ça, en fait, parce que on voit que c'est un acteur incroyable, on y croit à 100% à son personnage. Est-ce qu'on raconterait pas l'histoire, en fait, d'ailleurs? On va pouvoir raconter peut-être l'histoire, ouais, si ouais. éventuellement, avant de faire ça. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Simon. Simon qui vit avec sa sœur Estelle, donc... En gros, tout ce qu'on voit au début, c'est Simon qui vit seul voilà, avec sa sœur qui est totalement handicapée et dont il s'occupe. On réalise très rapidement, parce que c'est pas spécialement un spoil de dire ça, parce que ça apparaît dans les premières minutes du film, qu'en réalité, voilà, il s'occupe d'elle parce que suite à un accident dans leur jeunesse, elle s'est tirée une balle, tout simplement, en jouant avec un pistolet, et elle a fini voilà, totalement handicapée et totalement déformée. Et du coup, lui a choisi de rester avec elle et de s'occuper d'elle voilà, jusqu'à... je sais pas vraiment quoi, et il est persuadé que quelque chose arrive et va les sortir de leur quotidien, que quelque chose va venir les sauver, et que la seule solution qu'il a pour que cette chose arrive, c'est d'empêcher les services sociaux de récupérer sa sœur, et donc de venir vérifier si elle est bien traitée, voilà. Et il est vraiment persuadé de faire du bon travail. La vérité, elle est entre tout ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le résumé? Non, je pense que pour le coup, le résumé est très bon, parce que t'en as pas du tout trop dit. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que le fait d'en dire plus, ça en dirait... c'est pas que ça révélerait plus de l'histoire, c'est que ça révélerait plus de ton interprétation, je trouve. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu regardes le film, comme je disais à Thierry pendant le film, il y a une ambiance à la Signe ou à la Tech Shelter, dans le sens où il y a quelque chose qui se prépare, on sait pas exactement quoi, mais on sait que à la fin du film, il va y avoir un événement important. Surtout que comme dans Tech Shelter, il n'y a que le personnage principal qui est persuadé que cette chose va arriver, et donc c'est toujours la grosse hantise du tu vois des choses qui sont très rationnelles autour de lui, et qui interagissent avec lui, et qui veulent le ramener, entre grands guillemets, à la raison. Et la question que tu te poses pendant tout le métrage, c'est, en même temps, ici, c'est lui qui avait raison. Ouais, c'est ça. Et en soi, je trouve que ça a vraiment une dimension fantastique, dans le sens où tu peux décider de voir l'histoire telle que lui a décidé de voir les événements qui l'entourent, ou tu peux voir tout ça d'un œil parfaitement rationnel, et juste voir un homme s'occuper de sa sœur, et qui est bouffé par la culpabilité. En fait, en regardant le film, je me suis dit que finalement, c'était cette culpabilité qui revenait de manière parcimonique dans le film, par différentes symboliques, en fait. Il y a celle du poulpe, donc il y a plusieurs scènes où on voit des hallucinations, où des tentacules lui sortent du torse, où il se voit avec une espèce de tête de poulpe. Et il y a d'autres choses aussi, c'est que il y a une teinte jaune-orangée qui apparaît dans le film, dans pas mal de plans, en fait. Et qui est soit là par petites touches, ou soit qui fait baigner toute la scène dans une ambiance orangée, et qui correspond aussi à certains plans de coupe,
du soleil qu'on voit parfois de plus en plus, enfin qu'on voit je crois de plus en plus près au fil du film et de plus en plus avec de plus en plus d'éruptions au bord de. Tout à fait. Ouais. Et je trouve que c'est. En fait, on pourrait soit croire que toute cette imagerie pourrait symboliser l'événement qui est censé arriver à la fin du film, enfin l'événement que le personnage s'imagine arriver à la fin du film, soit ça pourrait être tout simplement sa culpabilité et l'obsession qu'il a par rapport à toute cette histoire. Je sais pas ce que J'y ai t'en penses. vu quelque chose. Alors, au-delà de. Enfin, je trouve que la lecture, je pense, sur toute la culpabilité est bonne, mais je trouve pas forcément que c'est ce que. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai ressenti dans la direction artistique et le choix des lumières en général. Ouais. Ce que j'ai ressenti, en fait, constamment, et par beaucoup d'aspects, enfin, je trouve que c'est assez explicite au final. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu dire avec cette lumière en rajoutant? Peut-être pas, mais ce que je dirais pour qualifier la totalité de l'ambiance du métrage, c'est crépusculaire, en fait. On est à la fin de quelque chose, Oui. on est vraiment... Et à la fin de beaucoup de choses au final, on est au point de rupture de ce personnage qui est en train vraiment de sombrer dans la folie, donc on est à la fin du moment où il peut s'occuper de sa sœur de manière à peu près correcte selon ses termes. On voit que la maison est en piteux état, la maison dans laquelle il vit, parce qu'en même temps c'est une immense masure dans laquelle il vivait à 4 initialement. Ouais. On sait pas vraiment quels étaient le statut de ces gens initialement, on imagine qu'ils étaient plus aisés quand les parents étaient encore là, mais on sait pas trop ce qu'il en est. Mais là on voit une maison qui est en ruine, on lui fait constamment remarquer, et il peut plus s'en occuper, c'est la fin quoi, elle va tomber cette bécoque. Les lumières du coup, ouais, on sent que ça devait être des lumières très vives, puisque d'ailleurs quand on voit les... Alors c'est filmé de jour quand ils sont avec les parents, Ouais. dans les mêmes pièces, mais quand c'est filmé lui tout seul, c'est de nuit avec des lumières qui sont en fin de tamis en fait. On sent pas que c'est des lumières tamisées volontairement, on Ouais. sent que c'est juste les ampoules qui sont en train de mourir peu à peu. Mm. Et voilà, il y a toujours en fait cet aspect tout est en train de mourir en fait autour d'eux. Moi c'est ce que j'ai ressenti aussi dans cette espèce de nébuleuse en feu qu'on voit. Et... C'est vrai. Donc du coup, voilà, moi c'est surtout à ça que ça m'a fait penser. Et je pense que ça s'additionne de toute façon avec tout ça aussi, puisque c'est ce qui amène la renaissance, quoi, qu'on est censé vivre, Oui. qu'on vit plus ou moins d'une certaine manière, et qui après, pareil, est toujours sous couvert de soit rationalité, soit de fantastique, qui est toujours perdu entre les deux, quoi. C'est vrai que là on a abordé un peu la lumière, les symboliques qu'il pouvait y avoir par rapport à cette lumière, mais disons-le, la photographie elle est magnifique. Ouais. Il y a des lumières sculptées par les encadrements de fenêtres, enfin, je trouve qu'il y a vraiment une texture dans la lumière en fait qui elle est présente et elle est presque palpable en fait. Les papiers peints aussi. Ouais, je sais pas, ça fait vibrac, mais après il y a un côté cyclique en fait tout le temps aussi, même là-dedans, quoi. Oui. Je veux dire, les papiers peints sont tous très uniformes, c'est très... Ouais. c'est une espèce de routine dégueulasse, quoi, enfin, et qui se voit dans tout le quotidien de ces personnages, quoi. Il y a un plan qui j'avais trouvé dingue, je sais pas si ça t'a marqué, c'est le plan où il y a l'assistante sociale qui monte avec lui à l'étage de la maison, et il y a le papier peint en fait qui forme une énorme ligne de fuite vers le bas. Ça m'avait marqué en fait, je trouve que le plan est extrêmement simple, mais la disposition du papier peint fait que ça en devient vertigineux. En fait, c'est marrant que tu cites Signe au début dans les références, parce que c'est clair qu'on le ressent clairement, surtout, et Take Shelter aussi, surtout sur le côté paranoïa totalement des personnages et la façon dont le fantastique s'immisce dans le quotidien, qui au final est banal, et choisit de rester banal en fait. On nous montre quand même toujours un quotidien qui, même si on sent qu'il peut y avoir une touche, ne franchit que rarement la limite du fantastique en fait, pour toujours nous rappeler qu'au final on est quand même face à nous-mêmes en fait dans ce cas-là, Oui. et que si ça arrive, ça n'arrivera qu'à eux. Donc de toute façon on reste face à un cadre qui sera très réduit, puisque tous ceux qui choisissent de ne pas croire en ce qu'il peut raconter en fait ne seront jamais concernés par ça, que ce soit vrai ou pas. Et par contre c'est vrai que contrairement à un chez Shyamalan, même si on sent quand même je vais pas dire une référence, mais il y a peut-être des chances que si, c'est beaucoup moins froid. Il y a quand même un côté plus organique, plus humain, notamment dans la dynamique des corps, qui sont constamment... Il y a toujours un espèce d'aspect dominant-dominé. On a du coup on n'a pas beaucoup parlé d'elle, mais il faut parler de Mélanie Gaydos, qui est quand même du coup l'actrice qui joue Estelle, qui est un mannequin américain qui est handicapé. Voilà, donc c'est une femme qui est handicapée, qui a aussi... c'est une vraie malformation en fait qu'elle a, parce qu'elle est née sans cheveux et sans dents. En fait, c'est ce qu'elle expliquait, donc du coup elle a une forme de corps assez particulière. Et ce qui fait que elle a... on a un aspect très réel. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, c'est une personne qui est totalement alitée tout du long. On comprend que ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle vit avec son frère dans ces dispositions-là. Et au moment où elle commence à reprendre des forces, déjà on se rend compte qu'en réalité, elle n'est pas si amorphe que ça.
et qu'elle peut tout à fait reprendre quelques forces, et c'est au moment où elle les reprend qu'en fait il y a une espèce de balance qui s'inverse en fait. Plus elle commence à revenir, à reprendre un peu le contrôle de son corps, plus lui sombre dans la folie, et en fait ce point de rupture que l'on pense être plus long finit par se réduire en fait de plus en plus quoi. Et je trouve qu'il joue en fait, il distord le temps, et il y a un plan, tu parlais d'un plan qui t'a marqué, moi il y en a un autre, et en fait je me suis demandé si je l'avais rêvé ce plan, si c'était pas une déformation de la caméra, ou si c'est moi qui l'ai fantasmé. C'est dans l'un des flashbacks en fait, quand on voit Simon qui est en train de s'engueuler avec son père, donc après l'accident, quand elle est en train de manger avec la paille, et que t'as le père qui en plus sort une phrase ignoble, qui lui dit l'erreur qu'on a faite, ta sœur nous le rappelle tous les jours en la regardant avec dédain. Et le gamin fuit dans sa chambre, il en peut plus de son père, et le moment où il fuit dans sa chambre et qu'il saute sur son lit, la caméra se distord, en fait, le lit se rapproche et s'éloigne. Je sais pas si t'as remarqué ça. Et moi j'ai eu l'impression que, parce que c'est à partir de là, lui il dit que ça fait 25 ans qu'il entend, qu'il est persuadé que quelqu'un va venir le chercher, qu'il y a des voix, qu'il y a des signes en fait à la radio partout. Et moi je me suis dit, voilà, là on est sur le point justement où on nous montre, tu vois, que sa perception qu'il se passe quelque chose, et que du coup, c'est moi ce qui me fait rester dans un côté un peu rationnel en me disant, j'ai l'impression qu'il est en train de dire que c'est bien sa perception, mais qu'on peut choisir d'ignorer quand même, quoi. C'est ça qui est assez fort. Absolument. Voilà, histoire de citer un plan qui m'a un peu scotché. Carrément. Sachant que c'était quand même déjà un peu là avant, apparemment, parce qu'il était en train de faire ses croquis. Mais effectivement, c'est peut-être là où il y a vraiment eu un point de rupture. Ça pourrait être intéressant. J'avais pas fait gaffe. Je reverrai ça. Je sais pas si c'est. J'ai eu limite envie plus tard qu'on revoit la scène, histoire de me rendre compte, quoi, parce que c'était. Soit vraiment c'est moi qui ai voulu croire à ça et qui l'ai fantasmé, soit c'est vraiment là, et auquel cas c'est assez discret en fait. Et suffisamment pour que ça te marque ou pas, que tu choisisses de le voir ou pas, quoi. C'est génial. Mais j'avais jamais fait gaffe. Justement, ce que je trouve. On parlait de Mélanie Guedos, et je trouve que c'est incroyable comme la mise en scène utilise le corps de l'actrice, parce que ça crée toute une imagerie. Quand on la voit, je pense à parce qu'il y a tous les plans où on la voit ramper au sol. Vraiment, c'est que des images qui m'ont marqué, de voir Mélanie Guedos ramper au sol comme ça, avec les bras presque désarticulés, les doigts aussi qui sont... Il y a vraiment une douleur qui transpire de ces plans. Puis ça témoigne pas mal de la solitude de cette femme aussi, c'est l'incompréhension qu'a son frère de sa condition. Et la manière dont tous les gens qui la croisent en fait réagissent, parce que lui en plus il lui parle, il s'invente ses réponses et il répond selon ce qu'il imagine, parce qu'elle lui donne strictement aucun signe, elle cligne pas des yeux, elle bouge pas la tête, et il est totalement perdu, et il pense bien faire dans une pseudo-noblesse, parce qu'il a peut-être dû se débrouiller tout seul aussi et qu'il a pas eu les armes pour faire ça. Mais ça en dit long sur le personnage au final quasi principal de ce film, qui est plutôt sa sœur, et qui a l'espèce de discrétion, parce qu'elle a pas le choix, quoi, mais qui a une force. Et c'est elle qui évolue plus qu'autre chose. En fait, il y a un autre aspect du film que j'ai trouvé assez étrange, c'est qu'il y a des touches d'humour, mais qui sont là au milieu d'un récit absolument noir. En fait, il y a des personnages qui sont parfaitement normaux, mais il y en a d'autres qui ont l'air autant perchés que le personnage principal. J'ai l'impression, la réflexion, mais sans trop savoir si c'est ça, qui nous dépeint aussi un monde, tu vois, sans aucune aide en fait. Parce que c'est vrai que, à part quand il y a une sonnette d'alarme qui est clairement tirée, donc quand il commence à manquer à ses rendez-vous psy, quand il commence à ne plus accepter cette routine en fait, personne n'intervient. Les assistants sociaux arrivent bien tard, la police arrive très tard, alors que visiblement il y a quand même des anormalités qui fait que la police devrait se manifester bien avant. Et sans ça ils ne viennent pas. C'est vrai qu'on voit quoi, on voit la personne qui tient la station essence qui a l'air assez infecte. C'est vrai qu'on se dit qui sont ces gens. Et j'ai l'impression, tu sais, qui traîne dans une espèce de non-lieu qui fait très référence à ce que fait le cinéma belge, quoi, en plein milieu des Flandres, tu vois, où tu es livré à toi-même et où il n'y a que des gueules cassées, des criminels autour de toi. C'est quelque chose qui... Je sais pas si ça reflète une certaine réalité, mais en tout cas ça reflète quelque chose que je vois assez souvent, tu vois, dans le cinéma de Bully Lanners, dans le cinéma des gars comme ça, qui dépeignent un peu cet univers vide, où les seules personnes que tu croises sont des reclus comme toi qui ont choisi de rester dans cette terre qui meurt en fait. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que dans cette dimension-là, on dirait que le cinéma belge se rapproche énormément du cinéma américain qui prend place dans le désert en fait. Il y a souvent des... Moi j'ai pensé à ça tout du long. Tu me parlais de la dame qui tient la station essence. En fait, le fait qu'il y ait un ventilateur qui soit toujours là braqué sur les personnages et qui on voit le vent souffler, on sent qu'il doit faire super chaud et on sent qu'autour il doit y avoir que dalle en fait. Et ça a un côté
Ça a presque un côté Bagdad Café ou je sais pas. Ouais, puis tu vois même t'as ça s'en parle très vite fait, mais t'as la situation des agriculteurs là, qui sont joués par les voisins, où t'as Oui. ce cher Albert Delpy qui fait coucou, Oui. et tu vois que les gars s'énervent parce qu'en même temps, bon, enfin, t'as Simon qui fait des crop circles dans leur champ, forcément ça les fout un peu en rage, parce qu'ils essaient de communiquer avec d'autres forces, mais malgré tout, quand ils parlent de leur situation, ils parlent pas que de ça, il n'y a pas que ça qui les agace. Ils parlent quand même d'une aide qui n'est plus là, ils parlent de tarification des ressources, enfin de rarification des ressources, Oui. et on sent ouais, qu'en effet la terre devient aride aussi, et que bah oui, si, ça, tu sens que ça se désole en fait, et que ça s'abandonne quoi. Je trouve que aussi que cette scène elle sort vraiment du lot dans le sens où ils sont tellement isolés. On sent qu'ils sont bouffés par l'isolement. En fait, je trouve que cette scène, à l'instar des personnages qui sont dedans, elle évolue seule dans tout le film. En fait. Il y a quelque chose comme ça, c'est comme une pause dans le récit où on voit un dialogue complètement surréaliste où les personnages sont tantôt graveleux, tantôt vulgaires, tantôt... c'est quelque chose de très étrange. Ouais. En tout cas, Tous les dieux du ciel, ça a vraiment été... une expérience, et je te remercie Thierry de m'avoir fait découvrir ce film. Bah j'en prie, ça me fait plaisir, voilà, j'étais vraiment ravi quand je l'avais découvert, et je suis ravi, voilà, justement, d'avoir pu écouter les conseils, et de m'être rendu à ma séance, parce que sinon pareil, je l'aurais jamais découvert, ou en tout cas très tard, peut-être plus tard, peut-être par le biais de quelqu'un qui me l'aurait fait découvrir dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Mais oui, voilà, ça fait partie de ces rares films, en plus, dans le cinéma, je vois des fois des trucs un peu, enfin c'est rare, mais des fois ils ont des trucs justement... qui sortent énormément du lot. Et ça fait du bien de voir des petits ciné justement qui se permettent en fait de diffuser encore des films comme ça, de leur offrir une fenêtre de visibilité pour pas que ça finisse dans les tréfonds de la VOD ou encore pire quoi. Donc, ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est que franchement c'est génial quand même. Parce que là aussi je voulais mettre l'accent là-dessus, c'est que ce film j'en ai jamais entendu parler. Je suis passé complètement à côté, sans doute aussi de ma faute, peut-être que je me suis pas, peut-être que je suis pas suffisamment sur les sites qui parlent de cinéma de genre ou autre, mais si Extra Lucide n'avait pas fait une édition aussi jolie, aussi classieuse, j'aurais jamais été intrigué par ce film, parce que pour le coup, Thierry m'a proposé de le voir, mais j'étais déjà tombé dessus et je savais qu'un jour je le tenterais, un jour ou l'autre. Quand j'avais vu le catalogue de Extra Lucide, l'affiche m'avait vraiment intrigué. Non, vraiment, c'est quand même un chouette travail qu'ils ont fait sur l'édition. Et pour ça, on peut les féliciter. Ouais, je comprends. C'est vraiment pas juste qu'une vitrine, c'est un beau packaging qui gâche un très beau film. Exactement, et c'est très beau. Merci Thierry. Mais merci à toi. Et puis à bientôt